Bonsoir, merci beaucoup pour cette invitation. Agnès Cyr, merci à l'équipe de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc je suis très heureuse de pouvoir parler de des Silences d'Adjé, qui est une anthologie de textes, donc comme vous disiez à l'instant, des textes que j'ai rassemblés et introduits dans une édition qui est parue chez Textuel. Et elle est parue dans une collection qui s'appelle L'écriture photographique et qui était dirigée par Clément Chéroux, que je remercie aussi chaleureusement parce que c'est lui qui m'a invité à m'embarquer dans cette aventure. Avant d'aller plus loin, je vous indique que je ne montrerai pas d'images. D'abord parce qu'à côté, il y a des magnifiques originaux et qui sont minutieusement choisis et dont la présentation que vous avez, j'imagine, tous vue sur les murs de la Fondation invite à une déambulation à la fois sensible, poétique et une rencontre avec ces images que ce serait dur de concurrencer avec des images projetées. Et puis de toutes les manières, mon sujet, ce ne sont pas les images, puisque, comme vous l'avez compris, je vais parler d'écrits sur Adjé plutôt que de ces images, même si indirectement, ça parle aussi de ces images, mais par le prisme, en fait, à travers le regard d'auteurs qui ont donc livré des écrits sur ces images. Je voudrais commencer par vous lire une petite phrase, des mots qu'a dit Walker Evans, le grand photographe américain, en 1975, à l'avant-veille de sa mort, à New Haven. Donc il déclare, je le cite, « Je n'aime pas regarder de trop nombreuses images d'Adjé parce que je suis moi-même trop proche de son style. C'est un léger manque d'assurance, la peur que l'on éprouve face à une puissance et un style si magnifique. Quel aveu éclairant, quel témoignage ultime de la fascination qu'exerçait l'œuvre du photographe français sur l'un des plus grands photographes américains du XXe siècle. Près de 50 ans plus tôt, donc à 50 ans avant la mort de Walker Evans, le 4 août 1927, Eugène Adjé s'éteignit à Paris. Aucune ligne dans la presse de l'époque ne relève sa disparition. Le photographe français avait pourtant vendu de son vivant des milliers d'images, des documents en tout genre, comme il les désignait, tant aux institutions parisiennes qu'à des collections, surtout des artistes, des architectes, des acquéreurs privés. Et puis, si Man Ray et les surréalistes parisiens découvrent ces images quelque temps avant sa disparition, ce n'est véritablement qu'au lendemain de sa mort que l'œuvre d'Adjé, indépendamment de ses ambitions, se trouve propulsée sur le devant de la scène internationale, la scène artistique internationale. Donc l'histoire de cette œuvre, à l'origine artisanale, est extraordinaire et atypique. Il aura fallu de multiples successions de hasards, de rencontres, d'opportunités pour que soient diffusées à la fois géographiquement, mais culturellement et aussi esthétiquement, ces images, et pour qu'elles interfèrent régulièrement avec la création photographique et finalement la renouvellent. Alors, comme vous le savez, les fils d'Adjé, ça c'est une expression que je reprends du colloque qui avait eu lieu en 1986 ou 85 au Collège de France sur Adjé. Donc les fils d'Adjé sont nombreux. Nombreux sont ceux qui virent et qui voient encore en lui une source première d'inspiration. Depuis longtemps, il n'y a pas une histoire de la photographie qui ne mentionne pas Eugène Adjé. Son œuvre est régulièrement pensée comme articulation entre le XIXe et le XXe siècle. Elle est créditée d'une force d'influence singulière et elle sert communément à marquer l'entrée du médium dans la modernité. Souvent associée au surréalisme, elle est aussi au tenant de la nouvelle objectivité en Allemagne, au style documentaire de Walker Evans, à l'approche archivale de Bérénice Abbot. Et les photographes humanistes comme Robert Doisneau voient en lui un père, je cite Doisneau, tantôt artiste, tantôt artisan, qualifié aussi de visionnaire, notamment par les critiques Vadelmar et Florent Fels. Il est aussi, on le considère comme un précurseur, je crois que c'est Bérénice Abbot, une des premières qui emploie ce terme en 1929, mais aussi on le pense comme un ancêtre. Et puis les deux à la fois, il est à la fois précurseur, ancêtre. Il s'est instauré comme, là je cite André Jam,
en 1986 comme figure de loi de l'art photographique. Il est aussi, comme le dit le photographe Todd Papageorge en 2011, le photographe des photographes. Et jusqu'à plus récemment, là c'est Abigail Solomon-Godeau qui le qualifie de père olympien de la grande photographie. Répétons-le, donc sa reconnaissance, ou plutôt ses multiples reconnaissances, ne commencent véritablement qu'au lendemain de sa mort, et c'est bien malgré lui que son travail, à l'origine artisanale, se retrouve sur la scène artistique internationale. Si Adjé a laissé au monde des milliers d'images, il n'a pour autant livré aucun écrit, presque aucun, aucune réflexion, en tout cas, sur sa conception de la photographie, sur son esthétique, son passé ou son avenir. Alors, les grands noms de la photographie, comme Alfred Stieglitz, Walker Evans, Henri Cartier-Bresson, ont écrit sur leurs pratiques, sur leur production, sur leurs intentions, sur leur vision de la photographie. Mais lui, il ne s'est jamais prononcé ou engagé dans aucun mouvement artistique, se retranchant plutôt derrière une pratique documentaire. Ce silence d'Adjé n'a pas pour autant découragé des figures majeures de la vie intellectuelle et artistique, de commenter, de raconter et d'interroger le photographe et son œuvre. Bien au contraire, alors je devrais dire son corpus, bien au contraire, ce vide a généré une immense production, une production qui a ouvert la voie à de nombreuses interprétations et appropriations, depuis Man Ray jusqu'à Robert Adams, en passant par Robert Desnos, Pierre Macorlan ou encore Walter Benjamin, Brassai, Clément Greenberg, Manuel Alvarez Bravo ou Rosalind Krauss, pour ne citer que. L'objectif de ce travail de recherche sur cette anthologie de textes était donc de rassembler ces écrits qui étaient éparses et qui étaient souvent issus de revues très spécialisées, donc dures d'accès, et y compris pour les spécialistes d'ailleurs. Et ces écrits n'avaient que rarement, ils étaient peu connus, et puis ils avaient été rarement réédités, et en tous les cas pas rassemblés. Ils sont majoritairement américains, français, aussi sud-américains, japonais et allemands. Et quelle que soit leur forme, donc l'anthologie regroupe des articles de quotidiens, de revues critiques, catalogues d'expositions, la monographie, la thèse, etc., la retranscription de cours, de conférences ou encore d'entretiens. Quelle que soit en fait leur forme, ces écrits, dans leur ensemble, ils forment les sources, des sources de l'histoire de la circulation et de la réception de l'œuvre d'Adjé. Ils en enregistrent les appropriations successives et les interprétations qui sont parfois contradictoires. Alors, je me répète encore une fois, mais c'est quelque chose de tellement important et aussi assez incroyable. Donc, alors qu'aucune ambition esthétique n'y a prévalu, cette œuvre et ce travail acharné d'un seul homme croisent, interpellent et articulent la plupart des ruptures et des constructions théoriques qui forment l'histoire de la photographie. Donc, ces textes, ils sont d'une certaine façon incontournables pour comprendre le statut particulier à la fois de l'œuvre d'Adjé, et puis, qui est assez extraordinaire, et puis aussi la figure d'Adjé comme auteur. Au total, ce livre, Les silences d'Adjé, il rassemble donc, vous l'avez dit, 42 textes qui sont produits entre 1928 et 2007. De Robert Desnos à Robert Adams, en fait, il y a 40 auteurs, puisqu'il y en a deux desquels on a publié 2 textes, donc c'est Bérénice Abbot et John Sarkowski. Alors quand Agnès Cyr m'a proposé de faire cette intervention, je me suis dit que ce serait l'occasion de fouiller qu'est-ce qui, depuis 2016, avait été publié. Et puis en réalité, il y a tellement de choses à nouveau sur Adjé, je me suis dit, plutôt que d'aller chercher ce qui manque à ce gros travail déjà que j'avais fait, j'allais plutôt m'intéresser à ce qui m'en restait aujourd'hui, ce qui m'a le plus marqué. Et donc, je me suis dit que j'allais, dans un premier temps, vous présenter la structure du livre. Alors, ça a l'air ennuyeux, mais en fait, ça ne l'est pas du tout, vous allez voir, j'espère. Et puis, après, j'évoquerai quelques aspects saillants de ce corpus de textes, des idées, des concepts qui me semblent interpeller la photographie et son histoire en général, et moi, qui m'ont aussi marqué dans ma pratique de commissaire et puis de chercheur. Et ces points saillants sont le rôle de Bérénice Abbot, la question de l'anonymat, du refus de l'autorité, de la signature, l'esthétique du petit commerce aussi,
Ça, j'emprunte à Macorlan, Pierre. Le mythe d'un Adjé inconnu de son vivant, qui est sans cesse remis en cause. Et puis, dans un 5e point, le fait qu'il ne mangeait que du pain et du lait, mais en fait, c'est l'idée qu'il y a une symbiose qui se fait dans les écrits entre l'homme et l'œuvre. Et enfin, dans un 6e point, si on a le temps, un petit peu d'histoire de la reconnaissance institutionnelle d'Adjé, d'abord américaine et plus tardivement en France, notamment via le musée Carnavalet. Et puis, juste avant de commencer, je voudrais juste évoquer en apéritif le hasard qui a fait que je suis ici, en fait, à vous parler d'Adjé et qui a fait que je me suis retrouvée à faire cette anthologie, que Clément Chéroux m'a demandé de travailler là-dessus. Mais en fait, ça repose tout ça sur un pur hasard qui a pris la forme d'une aventure que j'ai eue avec Eugène Adjé, moi aussi, et qui a beaucoup compté, en fait, dans ma carrière et dans mes recherches. En 1995, j'étais stagiaire à la Bibliothèque nationale de France, au département des estampes. Sylvie Aubenas venait d'arriver, qui est maintenant conservateur en chef là-bas. Et j'ai d'abord collaboré au classement du Fonds d'Iséry. Et puis Bernard Mabot, qui s'occupait lui de la photo ancienne, m'a fait dépouiller un fond de boîte qui était inclassé, que je devais ouvrir pour en identifier les auteurs. Il y avait des rangées de boîtes classées par département français qui conservaient toutes sortes de documents. Il y avait des cartes postales, des aquarelles de crucifix, des timbres, enfin toutes sortes de choses. Et dans une des boîtes, eh bien, je suis tombée sur une enveloppe avec une écriture manuscrite magnifique qui m'était un peu familière et qui portait la mention « Parc de Saint-Cloud, 111 épreuves, Eugène Adjé, 17 bis rue Campagne 1er, 14e ». C'était un moment unique. C'était un peu comme voir apparaître une image dans le révélateur. Et ces images, elles étaient réputées disparues des collections, perdues depuis bien longtemps, enfin, je crois, depuis toujours. Et pourtant, j'ai eu ce que Bérénice Abbott, elle raconte avoir eu quand elle a vu la première fois des photos d'Adjé. Elle dit qu'elle a eu un flash de reconnaissance. Et ben moi, j'ai eu un flash de reconnaissance en voyant ces sublimissimes études d'arbres de Racine, parce que évidemment, je les connaissais, parce qu'elles étaient hyper connues, même si elles n'étaient jamais sorties de cette enveloppe. Bref. Ces images, elles avaient beaucoup circulé indépendamment, donc par d'autres moyens. Man Ray en avait acheté et les avait diffusées. Bérénice Abbott, qui racheta le fonds d'Eugène Adjé à sa mort et qui l'emporta dans ses valises aux États-Unis, en avait aussi acquéri et finalement, elles sont arrivées au musée d'art moderne de New York. Et ce qui est intéressant, c'est que une des premières expos que fait John Sarkowski au musée d'art moderne de New York, je ne sais plus exactement la date, dans les années 70, de Adjé, c'est les études d'arbres qu'il expose. Et c'est à partir de ces images qu'il développe, en fait, il écrit un texte qui est dans l'anthologie d'ailleurs, dans lequel il démontre que Adjé est un artiste. Il le démontre parce qu'il montre que Adjé, il retourne plusieurs fois photographier le même arbre. Il y va à plusieurs moments de la journée. Il va photographier l'arbre en tournant autour. Il cherche un point de vue. Il montre que Adjé cherche quelque chose. Et il le nomme. Et puis, il l'expose au musée d'art moderne de New York. Donc, voilà, c'est des images qui ont joué un rôle dans la reconnaissance d'Adjé en tant qu'artiste. À partir de là, en fait, j'ai eu une bourse du patrimoine qui m'a amené à collaborer à un livre sur Adjé qui s'appelle Adjé le pionnier, qui accompagnait une expo qui signait le départ de Jean-Claude Lemagny, le conservateur de la photo contemporaine à la Bibliothèque nationale. Et ça a été l'occasion pour moi d'étudier le parcours de l'œuvre à l'origine artisanale d'Adjé, pas que dans les textes, aussi dans les expositions. Voilà. Et en fait, cette découverte, elle a fait que je me suis retrouvée, entre guillemets, inventeur, au sens juridique du terme, de cette série d'études d'arbres d'Adjé. Mais surtout, cette découverte, elle m'a fait réaliser à quel point l'histoire de la photographie est indissociable de celle de sa conservation. J'ai aussi réalisé à quel point il fallait toujours garder un œil sur ce qui ne nous intéresse pas, a priori, parce qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que cette enveloppe de 111 tirages, il n'en restait pas 111, il restait que les études d'arbres, et les conservateurs qui l'avaient acheté à l'époque, eh bien, ils avaient ôté de l'enveloppe les balustrades, les photos de perspective, et ils les avaient rangées dans une série documentaire sur Saint-Cloud, mais ils n'avaient su que faire de ces images d'études d'arbres tortueuses, etc., qui, aux limites de l'abstraction, et ils les avaient donc laissées, et avec le temps, elles ont été oubliées et rayées même des collections.
puisque réputé disparu. Donc toujours s'intéresser, garder un œil sur ce qui a priori ne nous intéresse pas. Et aujourd'hui, une grande partie de mon travail continue, et j'en suis très heureuse, de consister à ouvrir des boîtes de photos. Alors voilà, c'était une petite parenthèse. La structure du livre maintenant. Alors, quand on a commencé cette recherche, il a s'agi de rassembler évidemment beaucoup de textes. Clément Chéroux m'a aidé puisque lui, il avait pu récupérer des documents manuscrits aux États-Unis, des tapuscrits d'interviews auxquels j'aurais pas pu accéder. Et s'est posé la question de l'organisation du corpus. Je les ai d'abord classés par ordre chronologique, un peu l'ordre de l'historien, pour y voir clair, mais en fait, ça faisait certes émerger des similitudes, des différences, etc., mais ça ne fonctionnait pas trop, ça ne disait pas grand-chose, c'était vraiment un outil de travail. Et puis, il ne s'agissait pas de faire un guide de recherche, on voulait véhiculer par le chapitrage et l'organisation des textes un sens et une pensée. Alors, je me suis aperçue qu'on pouvait aussi regrouper les textes par période, mais très très vite, un peu thématique, 3 grandes périodes, l'entre-deux-guerres, l'après-guerre, la photo humaniste. Très vite, on retombait dans des catégories thématiques qui correspondaient à un peu des catégories de l'histoire de l'art, sur le modèle d'histoire. Et moi, je n'avais pas du tout envie de ça, en tout cas. Et du coup, finalement, en fait, qu'est-ce qui m'avait frappé le plus dès le début et que j'avais déjà remarqué quand j'avais travaillé avec M. Lamani, c'est le rôle des photographes et la place prépondérante tenue par les photographes. Ce sont eux qui produisent le plus de textes, ce sont eux qui produisent des textes, surtout, depuis l'origine jusqu'à nos jours. C'est-à-dire c'est constant. Les photographes ont toujours écrit sur Atget. Et donc on les retrouve à toutes les périodes. Bérénice Abbott, Walker Evans, Robert Adams, Manuel Alvarez Bravo, Takuma Nakashira, Todd Papageur, dans tous les pays. Et au-delà de leurs écrits, leurs images, comme leur démarche ou leur posture, elles ont pu incorporer leur rencontre avec celle d'Atget. Et comme ils sont aussi souvent enseignants, les photographes, ils ont aussi énormément contribué à transmettre, et ils le continuent de transmettre à d'autres générations leur goût, leur intérêt, pour Atget. Alors je me suis dit, la voix des photographes qui lâchent leur appareil et qui prennent leur plume pour donner une voix à Atget, il faut que cela apparaisse et que ce soit de façon centrale, comme un cœur, et du coup c'est au cœur du livre. Et parce qu'ils ont largement, effectivement, contribué à la reconnaissance d'Atget. Les Américains ont immédiatement pressenti son importance et ils provoquèrent la circulation de ces images en France comme aux États-Unis. Bérénice Abbott dit qu'il révolutionne la photographie. Dans le premier article qu'elle lui consacre en 1929, après l'achat du fonds du photographe. Pour Walker Evans, il est, je le cite, un précurseur isolé dans une période de décadence de la photographie. Son œil de poète suscite l'émerveillement de ceux qui ont déjà assimilé les récits des premiers commentateurs, poètes et écrivains. Tous sont touchés par ce que Walker Evans décrit comme, je le cite, son impérieuse nécessité de photographier, autrement qualifiée par Brassailles de violente, je le cite, violente passion pour la photographie. Certains, tels Robert Doisneau, s'identifient à Atget et retournent dans ses pas pour saisir les coulisses de la grande ville, jusqu'à sa périphérie. Au fil des décennies, donc, les photographes du monde entier disent et répètent leur attachement à celui qui, travailleur de l'ombre, photographiait pour lui, par simple amour des images, comme le dit Emmanuel Sougès. C'est que Atget semble incarner une forme idéale de l'accomplissement photographique, celui de choisir ses propres sujets et d'être son propre commanditaire, à l'écart des milieux artistiques et en dehors de toute tendance. À sa liberté s'ajoute sa simplicité et puis son humilité qui fascine autant que l'apparente banalité de ses images. Celui dont on ne sait presque rien, mais dont on raconte tant les détails, ressemble à son œuvre et tend à s'énoncer à l'aune du modernisme photographique comme une métaphore de la photographie elle-même, simple, directe, sans fioriture, ne cherchant pas à imiter d'autres formes d'expression. S'interroger sur Atget, là je cite Takuma Nakashira, revient donc à questionner la photographie elle-même.
Dans son intervention au colloque Eugène Atget donc de 1986, John Sarkowski, qui était donc le directeur de la photographie au Musée d'Art moderne de New York, soulignait aussi le rôle de des photographes, surtout des photographes américains, dans la découverte, la conservation et la diffusion du travail d'Atget. Ce qui est intéressant, c'est que John Sarkowski, le conservateur, il était aussi photographe. Ça, c'est Robert Adams qui le rappelle dans un texte qu'il écrit sur Eugène Atget. Donc il était lui-même photographe avant d'être conservateur. Et comme à Bérénice Abbott, la photographe, il a œuvré de façon phénoménale pour montrer et diffuser Atget. C'est, quand on y pense quand même, démesurer ce qu'a fait le musée d'art moderne de New York pour Eugène Atget. Par exemple, cette anthologie en 4 volumes qu'ils ont consacrée à Atget comme artiste, John Sarkowski lui-même le disait, ils n'ont pas fait ça pour d'autres photographes. C'est ce qu'ils ont fait de plus important pour un photographe. Du coup, l'approche par producteur pour la structure du livre eh bien, semblait fonctionner. Car, en plus de la fascination que les photographes, que Atget a pu exercer sur des générations de photographes, il a aussi contribué à réorienter le monde de la diffusion de la photographie. Il incite notamment Julien Lévy, le galériste, à la suite du succès de sa rétrospective Atget à la Way Gallery à New York en 1930, à ouvrir l'année suivante une galerie innovante où il présentera une vision élargie de la photographie, dans laquelle il associe des œuvres d'art avec des images trouvées. Aussi, c'est la première monographie d'Atget qui est parue en 1930 chez l'éditeur Henri Jonquière, qui va inciter à Paris le libraire André Jam et son épouse à, je le cite, à commencer vers 1950 une collection de vieilles photographies. Élaborée dans le cadre de l'exposition à la Way Gallery, cette monographie, Atget, photographe de Paris, est publiée en 3 langues. En français, avec une préface de Pierre Macorlan, en allemand, avec une préface de Camille Reit, elle s'intitule Atget, et dans une édition américaine. Conçue à partir de la collection Abbott, ce livre va être pendant plusieurs décennies le vecteur principal, à côté des expositions, de la diffusion des images d'Atget. Ainsi, à l'univers poétique et littéraire des commentateurs des années 30, c'est beaucoup des poètes, des écrivains, des critiques qui écrivent, se substitue à partir des années 60 celui des érudits, des collectionneurs et des conservateurs de musées, et puis, à partir des années 80, des universitaires. Progressivement, la photographie s'institutionnalise et son marché s'organise. Donc depuis la fin des années 80, c'est à cette époque que sont publiées les premières thèses sur Atget. Il y a 2 thèses américaines d'ailleurs sur Atget qui paraissent. Et donc depuis la fin des années 80 et la reconnaissance académique d'histoire de la photo, ce sont donc surtout des conservateurs et des historiens, désormais spécialisés en photographie, qui écrivent sur le photographe. Donc, en même temps qu'il est de plus en plus connu du grand public, autant par le biais d'expos que de livres, Atget est aussi devenu l'affaire de spécialistes. Donc, au fil des années, les textes d'Atget reflètent l'évolution de la gamme des producteurs, de ces discours changeant sur la photographie. Alors, je me répète encore une fois, l'intérêt des photographes, lui, est resté constant. Donc voilà, donc il y a une première partie qui ressemble des textes qui sont produits par des critiques, des poètes, voilà. Ensuite, au cœur, ce sont les photographes, et puis à la fin, les érudits, les collectionneurs, les conservateurs et les historiens universitaires. Moi, je trouve ça très intéressant, c'est un peu l'idée qu'en fait, il n'y a pas une façon d'écrire sur l'histoire de la photographie, qu'il y en a eu plein, et qu'il y a une diversité d'acteurs qui ont écrit et qui continuent d'écrire. Et que pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je me suis toujours dit que c'est quelque chose à préserver, cette diversité. Et par exemple, quand on a fait avec Marie-Robert récemment un livre sur les femmes photographes du monde entier qui s'appelle Une histoire mondiale des femmes photographes, c'était quelque chose qui était pour nous très important, de refléter aussi cette diversité en invitant des femmes du monde entier à écrire, mais aussi des femmes qui étaient parfois documentalistes, d'autres fois photographes ou poétesses, pour refléter aussi plein de
de façon d'écrire sans exclure certaines approches. Voilà. Donc maintenant, je vais évoquer quelques, alors j'ai appelé ça des leçons d'Adjé, mais en fait quelques éléments qui m'ont frappé, même s'il y a énormément de choses, donc il va manquer beaucoup de choses, mais en gros, des choses qui m'ont marqué et que je vous ai un peu listées tout à l'heure, comme premièrement, le rôle de Bérénice Sabot dans la promotion d'Adjé. Alors, je voulais dire que ça m'a importé d'en parler parce qu'en fait, son apport a un temps été un petit peu minimisé. Et par exemple, elle n'est pas dans le livre Adjé le pionnier de Jean-Claude Lehmanni, auquel j'ai participé. Moi, j'en parle dans le texte, mais elle n'est pas en image. Et je sais que, comme les images d'ici reviennent beaucoup du musée Carnavalet, Françoise Reynaud a beaucoup œuvré, puis elle a connu Bérénice Sabot, et elle a beaucoup œuvré pour aussi faire connaître sa voix, son regard, son travail. Et j'y pense aussi parce qu'un des textes, qui est un des derniers textes de Abigail Solomon Godot, de l'anthologie, elle écrit sur le fait que beaucoup de femmes ont œuvré pour faire connaître l'œuvre d'Adjé, et souvent en silence, en particulier au Musée d'Art moderne de New York. Voilà. Et donc, si Man Ray revendiquait la découverte d'Adjé, c'est la jeune artiste américaine Bérénice Sabot qui en est la vraie divulgatrice. Se souvenant a posteriori du jour où elle vit pour la première fois des photos d'Adjé, elle raconte qu'elle y adhéra immédiatement. L'univers du photographe était pourtant bien éloigné du sien, puisqu'elle était alors installée comme photographe de studio, spécialisée dans les célébrités. Et c'est là qu'elle dit, ce que je vous disais, ce fut comme un brusque flash de reconnaissance. Je reçus le choc du réalisme sans fioriture. C'est à elle qu'Adjé doit de ne pas avoir sombré dans, je cite, l'éparpillement de son œuvre aux innombrables épreuves anonymes, comme l'écrivit si joliment Pierre Macorlan dans la préface de la première monographie du photographe. Après la mort d'Adjé, et avec l'aide de Julien Lévy, elle parvient à racheter son fonds qui ne semble alors n'intéresser personne en France, ni les institutions publiques, ni les privés, en particulier les éditeurs, auquel le photographe vendait de son vivant, hormis peut-être le critique Florent Fels. Elle emmène dans ses bagages les 1300 négatifs sur plaque de verre et les 7000 tirages d'Adjé emballés dans plus de 20 caisses de bois et leur faire traverser l'Atlantique pour les implanter aux États-Unis dans son appartement new-yorkais. Ce sauvetage à l'époque est salué par la presse américaine, qui, elle, n'a pas du tout ou très peu assimilé la rencontre avec le surréalisme et dont les propos sont vraiment traversés par une vision qu'on pourrait qualifier de habotienne de la photographie. Et cette immigration américaine, elle n'est pas sans susciter à l'époque des remous, comme en témoigne notamment le rapport du photographe Emmanuel Sougès, parmi d'autres, qui en 1942 dit, je le cite, « Peu avant sa mort, humble et triste comme sa vie, tout cela fut raflé par une Américaine qui, là-bas, découvrit Adjé au Nouveau Monde et en fit une affaire. » À partir de 1928, alors c'est peut-être une des raisons aussi des fois, à partir de 1928 et à chacune de ses expositions, Sabot, elle joint systématiquement des tirages d'Adjé. C'est d'ailleurs quand elle envoie à la FIFO en 1929, dans la section américaine, qui était préparée par Weston et Station, elle envoie des photos d'Adjé en même temps que les siennes, et ça stimule des confusions sur sa nationalité. Les gens se demandent s'il est américain ou français. Et alors, c'est des choses qui sont ensuite répertoriées dans les textes. Par exemple, Emmanuel Alvarez Bravo est persuadé qu'Adjé est américain. C'est aussi donc Bérénice Sabot qui va stimuler l'édition trilingue du livre dont je vous parlais, qui est paru chez Henri Jonquière, et dont les préfaces de Macorlan et Camille Reicht vont, autant que les images, marquer les esprits et la critique. C'est ce livre, la version allemande, que Walter Benjamin a entre les mains, et c'est la version française de ce livre que Walker Evans commente dans Hunt and Horn. C'est aussi par la parole et les témoignages de Bérénice Sabot qu'elle guide les premiers écrits sur le photographe. Son premier article, il paraît en
1929, donc je l'évoquais dans Creative Art, et elle le présente comme le précurseur moderne dont l'œuvre a déjà révolutionné la photographie, ces images, je cite, ouvrant un nouveau monde dans le domaine de l'expression créative. Et c'est chez elle que Robert Desnos, qui avait connu Atget par Man Ray, ouvre ses albums, que Roger Vaillant va regarder, je cite, les 10 000 photographies qu'il a laissées. C'est aussi elle qui fait lire à Jean Galotti la lettre de l'ami de théâtre d'Atget, André Calmette, écrite à la mort d'Atget et à la demande de Bérénice Abbot, et dans laquelle André Calmette, qui était son légataire testamentaire aussi, retrace l'histoire, je cite, d'un photographe de génie. C'est elle aussi qui informe la presse américaine et montre ces images à des critiques là-bas, comme le critique Cospote, comme à Walker Evans, qui va lui aussi qualifier Atget de précurseur isolé dans une période donc de décadence de la photographie. Voilà, c'est pour saluer un petit peu Bérénice Abbot. Ensuite, le refus de l'autorité. Ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marqué, qui est assez marquant dans cette histoire. Si le silence d'Atget a fait beaucoup couler d'encre, c'est certainement aussi parce que il s'est accompagné d'un refus détonnant, le refus du nom, NOM, même, celui de la signature, et donc de la mention de l'auteur. Rapporté par Man Ray, alors je l'évoque plus tard, mais Man Ray, il était voisin, il y a ce hasard qui est un peu constitutif aussi de la rencontre entre Bérénice Abbot, qui avait 18 ans, et Man Ray, et Atget, qui était donc voisin rue Campagne Première. Rapporté par Man Ray, véhiculé par Abbot, ce refus est au cœur de la plupart des réflexions sur Atget. Associé à son extrême modestie, ce renoncement est paradoxal en regard de la place que son nom a pris au lendemain de sa mort et jusqu'à nos jours dans les historiographies, comme dans l'imaginaire commun de ce qu'est la photographie et de ce qu'est un photographe. Donc l'artiste américain Man Ray en est le provocateur lorsqu'il sort certaines des photographies d'Atget de leur contexte éditorial habituel pour les embarquer dans des publications avant-gardistes et les livrer ainsi à un lectorat de poètes et d'artistes férus de documents en tout genre. Opéré un an avant la mort d'Atget, ce déplacement est de l'ordre du court-circuit. Alors là, je vais citer Desnos qui raconte cette mystérieuse coïncidence. Atget, donc l'artisan solitaire et producteur du document, et Man Ray, habitait dans la même rue au cœur de Paris. Donc Man Ray lui rend visite, lui achète des photographies. Ces photographies, il les offrira ensuite à Beaumont-Nuol, l'historien, parmi lesquelles il y a des clichés de maisons closes, des nus féminins, enfin des images qui vont beaucoup marquer l'imaginaire, des vitrines, des devantures, l'imaginaire d'Atget et le goût pour certaines images d'Atget. Un an avant la mort d'Atget, en 1926, Man Ray et André Breton font paraître certaines de ces images dans la revue La Révolution surréaliste, qui est l'organe libre du Bureau central de recherche surréaliste, à côté de textes de Louis Aragon, de Robert Desnos, d'Antonin Artaud, de Soupeau, Lévy, Léris, etc., et de reproductions de ses propres œuvres, et puis d'œuvres d'artistes comme Jean Arp, Yves Tanguy, De Chérico et Pablo Picasso. Alors, ce voisinage entre les images d'Atget et les productions de ces auteurs va générer des associations qui vont être persistantes dans la critique de l'entre-deux-guerres, entre l'univers d'Atget et celui de Chérico, et comme celui aussi des scènes de crime dont parle Walter Benjamin, et de l'imaginaire fantastique, et en tout cas littéraire et poétique. Mais contrairement à toutes ces images des artistes que je viens de vous citer, les photographies d'Atget, elles sont publiées sans crédit. Il faut rappeler que c'est Atget lui-même qui aurait exigé cet anonymat. Il avait déclaré à Man Ray, je cite, « Ce ne sont que des documents ». Walter Benjamin, dans sa petite histoire de la photographie, il écrit au sujet de Atget, « Il avait oublié de poser son drapeau ». Par ce retranchement, Eugène Atget montre une sorte d'indifférence aux hiérarchies habituelles de la reconnaissance et un désintérêt pour le milieu de l'art, en tout cas. Désintérêt et retranchement qui sont interprétés tantôt comme de l'humilité, tantôt comme de la simplicité, tantôt comme un positionnement. Dans son essai intitulé « Chair à canon, faire d'Atget un auteur », Abigail Solomon-Godeau dit combien, je la cite,
Se passer de l'auteur, le nier ou même juste le questionner, c'est défier la métaphysique de la culture occidentale et ses auxiliaires philosophiques, la croyance dans l'origine et l'original, la primauté de l'individu. » Fin de citation. Alors, ce qui est assez... enfin, c'est pas ironie de l'histoire d'une certaine façon, mais c'est que dans, par exemple, l'histoire de la photographie, la nouvelle histoire de la photographie qu'avait fait Michel Friseau en 1994, il y a 41 volets dans cet ouvrage qui sont tous thématiques. Il y a un seul volet qui est consacré à un auteur, enfin un photographe, et ce photographe, c'est Atget. Et Atget était sûrement le seul à avoir préféré l'anonymat. Cette question même de l'auteur, donc de ce qu'est un auteur, et donc de ce qu'est une œuvre, traverse toute l'histoire de la réception d'Atget. Est-il un artiste ou un artisan, un producteur ou un auteur? La réunion de ces textes dit et répète la perméabilité de ces notions. Elle rappelle la vie changeante des photographies, de toute photographie qui un jour sont des documents, le lendemain perçus comme œuvres d'art, puis de nouveau archives, et puis finalement un peu tout à la fois. Alors maintenant, je vais évoquer un autre aspect, c'est que d'après les mots de Macorlan, donc cette question de l'esthétique du petit commerce, l'esthétique commerciale. Parce que si Atget refuse en 1926 de signer ses images dans un contexte artistique, il ne manque pas cependant d'apposer son nom à ses albums et ses séries documentaires. Toutefois, il avait cessé depuis plus de 20 ans de se désigner comme photographe. Dans les années 1890, son timbre-signature précisait, je cite, « Document pour artiste Eugène Atget, photographe, Clermont dans l'Oise ». À compter de son installation à Paris en 1997, il continue de l'utiliser, mais en effaçant les 2 dernières lignes, se séparant ainsi du titre de photographe. Puis à partir de 1902, sa carte de visite le décrit finalement comme un, je cite, « auteur-éditeur d'un recueil photographique du Vieux-Paris ». Cependant, Atget se présente autrement sur les listes électorales, où il apparaît à partir de 1902 comme artiste dramatique et après 1912 comme éditeur. Pour Maria Morissembourg, il éviterait ainsi de payer la patente obligatoire pour tout photographe. Dans ses travaux sur les clients d'Atget menés dans les années 80, l'historienne aussi américaine Olin Esby a montré que sa posture d'auteur-éditeur correspondait à un positionnement commercial par rapport à un marché existant. Atget visait le monde de l'édition et celui des bibliothèques. Il confectionnait des albums ressemblant à des maquettes de livres, et c'est avec ces albums qu'il entre notamment à la Bibliothèque nationale. Pour Pierre Macorlan, le positionnement commercial ou utilitaire de Eugène Atget ne l'aura pas empêché, au-delà de ses contraintes, de produire une œuvre individualisée. Bien au contraire, il l'aurait favorisée. Je cite Macorlan. « Il n'en est pas moins vrai que l'art photographique est un art de la soumission. La vie lui impose ses projets, ses hypothèses parfois. L'objectif se venge en révélant, en découvrant ce que l'observateur le plus habile et le plus sensible ne voit pas toujours à cause de ses 2 yeux. Pour cette raison, je le pense, le côté commercial de la vie, en imposant ses volontés à des artistes, leur a permis d'atteindre jusqu'au sommet d'un art qui n'est nouveau que par l'incessant changement de décor où nous vivons. Ainsi, les qualités esthétiques d'une image débordent de l'intention ou du contexte de production de cette image. Elles se transforment avec le temps, avec les usages de ces images et les regards qui leur sont tous portés. Alain Buisine le faisait remarquer dans un essai sur Atget. Et Clément Chéroux disait en 2007 une photographie, je le cite, peut avoir des qualités esthétiques sans pour autant être le fruit d'une volonté artistique. Alors maintenant, je vais évoquer le mythe d'un Atget inconnu de son vivant. Louée par Macorlan, l'activité commerciale d'Atget est estompée chez d'autres auteurs, par exemple chez Reicht, chez Benjamin, et elle disparaît complètement ailleurs, comme chez Maynard White en 1956. L'idée qu'il était inconnu de son vivant se forge progressivement, même si certains, comme Brassailles, racontent en 1969 qu'il a rencontré, je le cite, cet homme fin, si peu commerçant. Il était poète avant tout.
chez le marchand de tableaux Léopold Zborowski. C'est là qu'ils se sont rencontrés, Brassailles et lui. Ce qui serait plutôt un indicateur de sociabilité, d'ailleurs. Roger Vaillant, lui, voyait en Adger un de ces hommes évoqués par Edgar Poe, qui, je le cite, en restant inconnu, joue pourtant un rôle capital dans leur époque. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça se construit vraiment au fil des textes. Cette idée qu'en fait, il était complètement inconnu, ce qu'on sait aujourd'hui était faux, puisque déjà, il vendait à des artistes donc, qu'il rencontrait, il vendait à des institutions, il publiait. Il y a un recueil qui est sorti récemment de cartes postales d'Adger. Aussi, ces images étaient parues sous forme de cartes postales. Voilà. Donc, ajouté aux recherches biographiques entamées par Jean Leroy dans les années 1960, c'est lui qui commence à démontrer ça, celles de Maria Maurice Hambourg et de Molly Nesby ont démontré la sociabilité commerciale du photographe. Mais c'est au début des années 2000, avec le recensement établi par l'érudit Alain Fourquier, des nombreuses publications françaises et internationales auxquelles Adger a participé de son vivant, que ce mythe, présentant un Adger inconnu et œuvrant dans l'isolement, est ébranlé. Alors, cinquième et avant-dernier point, si j'ai encore le temps, c'est cette idée, cette idée de la figure du photographe qui, en fait, j'aime bien parler du fait j'aime bien en parler. Non, c'est quelque chose qui m'a frappé. C'est que dans plein de textes, on raconte ce que mange Adger. Et puis Adger, il le mange très peu, apparemment. Il mange du pain, et puis il mange du lait et du sucre. Et ça, c'est... En fait, du coup, je suis allée essayer de comprendre, parce que ça se transforme aussi, ça, au fil des années. Parce que des fois, il y en a qui disent qu'ils mangent du pain perdu, des fois des biscottes. C'est toujours très, très peu. Mais ça évolue. Et donc, j'ai essayé de retrouver d'où ça venait. Et ça, c'est André Calmette qui commence à parler de ça. Et puis, c'est repris ensuite, comme la pierre que la mer polie et arrondit. La biographie d'Adger, charriée d'auteur en auteur, elle se remodèle et se modèle progressivement. Et les auteurs en retiennent les points qui les intéressent et qui l'apparentent le mieux, finalement, à l'idée de l'artiste moderne, tel que l'entendait notamment Baudelaire à travers sa description de Constantin Guy. C'est-à-dire l'artiste moderne, un créateur unique pour lequel la réalité du monde contemporain serait souveraine et qui reste indépendant, qui travaille en dehors de toute commande et sans jamais briguer la reconnaissance du public. Maria Maurice Hambourg, qui rapproche Adger de Constantin Guy, rappelle d'ailleurs que d'après Baudelaire, Guy avait refusé le statut d'artiste. Pour l'historien suisse Olivier Lugon, le succès d'Adger, son statut de héros de la modernité photographique, est le résultat de la construction d'Adger en, je le cite, figure moderne de l'artiste. Et selon l'historien suisse, c'est cette figure d'Adger qui va permettre de rapprocher, je le cite, de rapprocher ces deux sphères jusque-là complètement antithétiques, l'archivage et la création libre, le documentaliste et le bohémien. Au-delà de cette figure de l'artiste, l'image du héros moderne colle à la peau d'Adger. C'est un travailleur de l'ombre, en tout cas il est décrit comme ça, imperturbablement voué à la mission de résistance dont il s'est investi individuellement, mais pour tous, celle ici de sauvegarder par la photographie tout ce qui est destiné à disparaître dans le vieux Paris. Cette autonomie du photographe incarnerait donc une forme idéale de l'accomplissement photographique. Donc, je l'évoquais en parlant des photographes, celui de choisir ses sujets et d'être son propre commanditaire, à l'écart des milieux artistiques et donc en dehors des tendances. Et pour le photographe Manuel Alvarez Bravo, pour lui, Adger apparaît de ce fait, et au-delà de sa pauvreté, comme un rare privilégié travaillant pour lui-même. Et si Adger incarne aussi fortement cette liberté du photographe, c'est aussi parce qu'il l'a bel et bien énoncé dans un de ses très très rares écrits conservés, qui est d'ailleurs retranscrit ou même exposé, je crois, je ne sais plus, dans l'exposition de la Fondation Henri Cartier-Bresson. Sa lettre écrite au directeur des Beaux-Arts, Paul Léon, le 12 novembre 1920, fait part de son inquiétude sur, je cite, l'avenir de cette belle collection de clichés du vieux Paris
qu'il a désormais terminé et qu'il précise avoir constitué à son initiative personnelle, il écrit ça, par son travail et pendant plus de 20 ans. Dans son premier texte sur le photographe, Bérénice Abaute confiait, et elle tenait l'information de Calmette, que dans les dernières années de sa vie, donc, alors je vous l'ai déjà évoqué, c'est cette histoire du fait qu'il se nourrissait que de pain et de morceaux de sucre. Donc la vie d'Adjé serait à l'image de son art, et inversement. Sa vie telle qu'elle est contée, simple, laborieuse, dévouée, s'accorde à merveille avec sa modestie et sa volonté de retrait. Abigail Solomon-Godeau, dans son texte, elle insiste beaucoup sur l'adéquation entre Adjé l'homme et Adjé l'artiste, gage de cohérence et d'unicité, et de fait participatif des notions d'auteur et d'œuvre. C'est en fait la symbiose, cette symbiose entre le photographe et sa photographie. Il est à l'image de sa photographie est à son image, est l'un des marqueurs puissants de l'imaginaire de la perception d'Adjé. Adjé, l'homme dont on ne sait presque rien, mais dont on raconte tous les détails, ressemble décidément à son œuvre. En fait, ce qui est souvent évoqué de lui, que ce soit chez Robert Desnos, Papa Georges ou Sarkovsky, c'est toujours un peu les mêmes éléments de son parcours. Sa vie difficile d'orphelin élevé par un oncle, voué au séminaire et embarqué comme marin, ou encore sa vie de comédien, d'acteur ambulant, cantonné au troisième rôle, puis peintre à ses heures, jusqu'à ce qu'il s'arme à 30 ou 40 ans, entre 30 et 40 ans, d'un appareil photographique. Et on parle aussi de sa mauvaise chambre noire. Donc sa simplicité aussi et sa pauvreté sont louées, à la fois dans les descriptions de son appartement, qui est sans air, je cite, et sans lumière, qui est décrit comme étant sans air et sans lumière, et juste donc, encore une fois, son menu quotidien. Et son courage au travail aussi. Il est levé à l'aube, il est chargé au point de ne pas tenir debout et toujours marchant, photographiant sans relâche. Donc Adjé ressemble décidément à son œuvre. C'est ainsi que l'envisageaient les fers de lance de la photographie documentaire à travers le modèle d'Adjé. Je cite Bérénice Abaute encore, « Les sujets n'étaient pas sensationnels, mais ils choquaient malgré tout par leur familiarité même. C'était le monde réel, vu avec émerveillement et surprise, qui se reflétait dans chaque épreuve. Le moyen, quel qu'il fût utilisé par Adjé pour projeter l'image, ne s'interposait pas entre le sujet et le spectateur. Et c'est aussi ainsi que la conçoit John Sarkovsky ou encore Robert Adams. Et c'est dans le même esprit que l'a définissait en 1964 le critique et théoricien du modernisme Clément Greenberg, qui mit la réflexivité au premier plan de ses préoccupations. L'histoire de l'art, pour lui, tendant vers l'épiphanie et la vérité ontologique. Pour Clément Greenberg, je le cite, « La photographie donne les meilleurs résultats quand elle porte le moins d'attention possible à elle-même, pour plutôt donner à voir le sujet, ce qui explique, donc, selon lui, et dans la même veine que Pierre McCorland, pourquoi tant de chefs-d'œuvre de la photographie ont été produits dans des contextes documentaires et utilitaires. » Avant de pénétrer le MoMA, les images d'Adjé avaient attiré en 1964 l'attention de Clément Greenberg, qui était alors à l'apogée de sa carrière. Dans un article, il écrit sur un ouvrage, l'ouvrage de Arthur Tronberg, qui s'appelle A Vision of Paris, et qui est réalisé à partir du fonds Abaute, et qui rassemble des écrits de Marcel Proust à côté des images d'Adjé. Donc Greenberg décrit Adjé comme le photographe complet. Pour lui, c'est parmi les images réalisées dans un contexte documentaire que figurent donc tous les plus grands chefs-d'œuvre de la photographie. Et selon lui, une photographie artistique, il compare la photographie à la prose, doit raconter une histoire, décrire des faits et donner des informations avec le plus de transparence possible, ce qui implique un effacement du sujet photographiant au profit de ce qui est montré et donc une posture documentaire. Et c'est cette posture que valorise aussi Helmut Gernsheim dans ses fameuses histoires de la photographie. Alors, je ne sais pas s'il reste du temps pour un dernier volet. Je vais regarder, c'est pas vu voir. Non. Je voulais évoquer la reconnaissance institutionnelle d'Adjé, qui est finalement d'abord en fait américaine avant d'être française.
mais on pourra aussi en parler s'il y a des questions. Et voilà. Alors, pour finir, je voulais revenir un tout petit peu sur l'exposition Voir Paris. Parce qu'en France, pendant longtemps, les clichés d'Atget sont restés associés en fait à la thématique parisienne et ont été présentés avec une approche qu'on pourrait qualifier de topographique. C'est-à-dire topographie de la ville, les images sont présentées quartier par quartier, ou topographie de l'œuvre. On présente les différents albums. Très tôt, les Américains ont pris la liberté de s'approprier Atget et de le montrer subjectivement. En France, finalement, c'est peut-être le conservateur Jean-Claude Lemanie qui a pris ce flambeau sur le modèle américain avec son expo Atget le pionnier, dans lequel il rebattait un peu les cartes en images, en créant des rapprochements entre des images de photographes avec celles d'Atget, entre Duchamp et Atget, Friedlander et Atget, hein, donc encore une fois sur le modèle américain. Et il semble qu'ici, dans l'exposition, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que, comment dire, il y a une liberté dans les choix. Les images ne sont pas montrées justement avec cette approche typiquement française, qui était peut-être une façon aussi toujours d'ancrer Atget dans Paris, en France, et de rappeler que Atget était français pour faire oublier aussi toute la lumière portée sur cette œuvre qui venait d'ailleurs. Et voilà. Et donc, je trouve que c'est une exposition qui est aussi très douce. Et c'est comme si un petit peu on nous disait, moi, ce que j'ai ressenti en la parcourant, c'était toutes ces voix, tout ce bruit autour d'Atget, tous ces discours, oublions-les et regardons, délectons-nous des images. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti à la fois dans l'exposition et dans le livre, et en parcourant le livre. Ce livre que je trouve aussi vraiment très beau, avec une très belle couverture, et qui s'ouvre comme l'exposition. Je voulais l'évoquer avec ce portrait d'Atget réalisé par Bérénice Abbot. Et c'est intéressant parce que ce portrait, c'est pas celui, elle a fait plusieurs clichés, en tout cas il y en a 2 qui sont très connus, et ce portrait d'Atget qui est dans le livre et qui ouvre l'expo, c'est pas celui qui est majoritairement diffusé au XXe siècle. Et dans ce portrait, Atget nous regarde, et celui qui est majoritairement diffusé au XXe siècle, et notamment dans l'ouvrage, la première monographie d'Atget, eh bien, il baisse la tête, il a l'air épuisé, il a l'air beaucoup plus âgé. Et on comprend aussi que peut-être cette image, en tout cas, si c'est cette image d'Atget qui avait été diffusée, peut-être que les discours auraient été aussi un peu différents, parce qu'ici, il a beaucoup de prestance, il regarde droit devant lui, il ressemble, je ne dis pas qu'il ressemble à un banquier, mais en tout cas, peut-être à un acteur. Et voilà, donc c'était intéressant d'ouvrir l'exposition et le livre par ces images. Et puis aussi, ce qui est nouveau, puisque ce livre, c'est un nouveau livre qui s'ajoute à la liste de tous ces livres sur Atget. Mais ce qui est aussi nouveau dans ce livre, et que j'ai trouvé très touchant, c'est à la fois le fait que les images sont restituées dans la diversité de leurs teintes, dans toute la gamme des teintes qui vont du jaune au rose, à l'orangé, au violacé, etc., ce qui est très rare finalement. Elles sont aussi représentées pour les images verticales au format 1:1, parce que Atget a très souvent été beaucoup agrandi, ou des fois beaucoup réduit. Là, elles sont au format 1:1. Tout est fait, c'est un peu comme dans l'expo, tout est fait pour recréer un peu cette rencontre avec l'original, et aussi quelque chose que moi j'ai vu dans aucun, alors il y en a peut-être, je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vu beaucoup, dans aucun livre sur Atget, c'est aussi la trace la marque en fait du contact, puisque c'est des images qui étaient souvent tirées par contact, donc le négatif était posé sur le papier, et puis on voit l'épaisseur du verre, enfin on peut identifier le verre par un petit peu trait noir, et on voit même au-delà du négatif, on voit de la marge, en fait on voit au-delà de l'image. C'est comme si on pouvait presque rencontrer un peu Atget, parce qu'on voit aussi des traces de coupe, de découpe des images qui ne sont pas précises et qui
qui sont assez précises, mais qui sont artisanales et c'est pas toujours droit, les images sont pas toujours droites. Et ça nous fait rentrer un peu chez Atget et être à côté de lui. Et voilà, je trouvais ça très touchant. Donc je l'ai dit, la vie et l'œuvre d'Atget a été rapportée par d'autres après sa mort, un petit peu comme celle de Jésus ou de Socrate d'ailleurs. Et la parole de ceux qui touchèrent de près Atget a revêtu un statut particulier. Man Ray, Bérénice Abbot et André Calmette. Et probablement que les récits sur ce que André Jam appelle le père de l'Église de la photographie, donc le fait que les récits sur le père de la photographie prennent forme autour donc, de témoignages sur le modèle structurel des récits évangéliques, c'est probablement pas anodin au regard donc, de la fascination exercée par la figure d'Atget, la figure du photographe comme celle de sa canonisation. Voilà, je finis là-dessus. Est-ce que vous pourriez revenir sur, ou évoquer un peu les circonstances par lesquelles Abbot a fait l'acquisition du fonds d'Atget, mais les circonstances éventuellement de la rencontre, de la connaissance du travail et les moyens financiers qui étaient à disposition pour cette acquisition. Et ensuite le deuxième passage, le passage de Abbot, son appartement, aux collections du Moulin. Ouais. Alors, donc, Bérénice Abbot, elle était stagiaire, je vous ai dit, elle devait avoir 18 ans. Hein, c'est chez Man Ray, qui habitait donc rue Campagne Première, en face de chez en face de chez Atget. Et du coup, elle l'a rencontré. Man Ray lui avait déjà acheté quelques images, et c'est comme ça qu'elle l'a rencontré. Elle y allait plusieurs fois, et elle a photographié d'ailleurs. Et puis, donc, quand elle a appris sa mort, elle a dû savoir aussi, je ne sais pas ça, mais que ça n'intéressait personne. André Calmette, elle a dû rentrer en contact avec Calmette puisque il écrit une lettre à sa demande où il raconte beaucoup de choses qui vont ensuite être à l'origine de ce mythe d'Atget, notamment l'histoire du pain, du sucre. Et puis elle fait intervenir son ami Julien Lévy, qui est tout jeune aussi à l'époque et qui dispose, je pense, par sa famille ou je ne sais pas, enfin, qui arrive à récolter des fonds et qui l'aide depuis les États-Unis à acquérir le fonds. Et c'est comme ça, mais c'est assez extraordinaire comme histoire parce qu'elle est toute jeune en fait quand on réalise et voilà, c'est vraiment c'est un peu une épopée. Elle emmène ça et puis vraiment à chaque fois qu'elle a une expo, elle montre Atget, elle en fait la promotion, et elle-même photographie elle se met comme mission de faire ce qu'a fait Atget pour Paris à New York. Et ensuite, la deuxième étape, c'est le MoMA qui rachète, je crois que c'est en 68, il y a des spécialistes aussi derrière, qui rachètent donc une grande partie du fonds Abbot. Et donc, il y a des négatifs et il y a des tirages. Et donc, John Zarkowski fait une première exposition qui est un choix d'images et qui n'a pas de catalogue, mais qui est un choix d'images subjectif, comme ça. Mais déjà, dès cette exposition, il y a, dès cette première exposition, d'après les textes, en fait, il déroule il a un imaginaire quand même de l'histoire de l'art. Il déroule un discours un petit peu qui montre que Atget tend vers l'abstraction, par exemple, petit à petit, ou vers ses propres sujets, des choses comme ça. Ensuite, une deuxième expo. Et alors, dans le livre, on publie aussi à la fin un entretien de Peter Galici qu'il a réalisé avec le journaliste Michel Guérin, qui raconte début XXe siècle, que le MoMA a revend des images d'Atget, du fonds Atget. Je crois parce qu'il possède aussi beaucoup de doubles et de triplés. Oui, exactement. Donc, ouais. Ce sont pas séparés d'images uniques. Donc, et oui, sauf qu'on peut... Ouais. Pour acheter la collection Thomas Walter, qui va être présentée. Voilà. Qui ouvre la semaine prochaine.
Ah, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est vrai. Ah ouais, génial. Mais en fait, on dit c'est pas des doubles, mais en fait, chaque tirage est quand même unique. Vous voyez la variété dans le livre, enfin, j'ose même pas dire dans l'expo, mais comme on a le livre là, la variété des tirages, des teintes, des... Voilà, ça dépend de ce qu'on appelle unique. Oui, je trouve que c'était une question de stratégie de collection. Ouais. De continuer de valoriser le format naturellement et d'y tenir, c'est extrêmement précieux, mais de pouvoir se permettre d'autres choses. Oui, mais parce qu'aux États-Unis, c'est différent. La culture et par rapport à ça est différente dans les musées, puisqu'on revend plus facilement pour en racheter d'autres. C'est ce qu'il dit d'ailleurs Galassi dans le livre. Merci beaucoup. De rien. Merci.